Action. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue, chers festivaliers, à cette nouvelle édition du Top du FENAP, un plateau spécial réalisé avec l'appui de la radio La Cité FM, avec à la coordination technique Monsieur Charlie Mvemet. Un programme diffusé en direct sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Les pages FENAP 2016 vous relaient minute après minute toute la grosse ambiance qui se vit ici à l'esplanade du Musée national à l'occasion de cette huitième édition du Festival national des arts et de la culture. Alors, pour ce plateau spécial, un invité du choix une fois de plus, Francis Bichoka, de la cellule de coordination du FENAC. Bonjour Francis. Bonjour Serge Chico. Alors, Francis Bichoka, vous avez été la cheville ouvrière de ce FENAC. Il faut le dire, ça a été un très très gros challenge de relancer un festival en hibernation depuis 8 ans. Et seulement en 3 mois, vous avez réussi le pari de repositionner ce festival, cher au cœur du président de la République qui en assure le patronage, et cher au cœur également des Camerounais. On voit combien ils ont été nombreux à participer à cette édition. Alors, quels ont été les challenges, déjà les missions de la cellule dont vous assurez, je veux dire, la tutelle? Oui, merci déjà. Je vous remercie de me donner cette opportunité de m'exprimer sur le Sénat. Et également, bonjour à tous vos nombreux auditeurs et téléspectateurs et internautes surtout. Qui certainement me regardent parce qu'il faut déjà rappeler que le ministre a voulu innover avec cette édition en mettant un accent sur la communication digitale. Les réseaux sociaux. Afin que effectivement les personnes soient saisies, parce qu'on s'est rendu compte que c'est un moyen de communication qui est de plus en plus pertinent. Et si ce domaine n'est pas investi, il sera investi par des francs-tireurs et auto-snipers qui vont commencer à mettre un peu de désordre. Donc là, je crois que c'est dans cette optique que le ministre a pris cet engagement. Mais déjà pour revenir, je dirais que ce n'est pas moi, la cheville ouvrière, c'est bien bel et bien le ministre des Arts et de la Culture, monsieur le professeur Nassim Monikombi, qui pilote, n'est-ce pas, le projet, qui a pris en main ce projet parce que c'est d'abord sa volonté de dire que un projet, n'est-ce pas, qui est institué par décret présidentiel, on ne peut pas ne pas le faire. Parce que c'est quand un décret. On ne peut pas le laisser mourir. On ne peut pas laisser mourir, voilà, parce que, vous voyez, c'est un événement voulu par le chef de l'État. C'est le chef d'État lui-même qui a créé le FENAC. Et donc, ne pas faire de FENAC reviendrait un peu comme à démentir le chef de l'État, à essayer de baisser un peu les standards, c'est-à-dire que de faire baisser un peu l'image du pays, parce que le chef de l'État veut une culture, des artistes qui vivent de la culture et une culture qui soit émergente. Alors, lorsqu'on peut faire, comme on a fait 8 ans sans FENAC, ça pose un problème institutionnel. Ça peut être comme si le chef de l'État aurait abandonné les artistes. Et là, donc, il était question donc, pour le professeur Nassim Monet, ministre des Arts et de la Culture, de dire que, quels que soient les moyens, quelles que soient les conditions, il faut pouvoir organiser le FENAC. Et donc, c'est dès son accession, dès sa nomination, qu'il a entrepris de mettre en place ce projet. Et donc, c'est à peine un an, n'est-ce pas? Un an pour déjà faire passer le projet à l'Assemblée nationale. Mais ensuite, il fallait trouver les moyens. Mais ce n'était pas le seul projet parce que vous savez qu'au mois de mai-juin, il y avait le Salon du Livre international. Voilà, qui lui, il attendait, il était prêt. Sans parler des activités quotidiennes du ministère, je parle de la fête de la musique, je parle des différents festivals qu'il y a à travers le pays que le ministère soutient, la fête de la journée des musées. Donc il y a plein de manifestations comme ça qu'il fallait organiser et ensuite mettre, si on veut, le focus sur le FENAC. Donc toutes ces manifestations ont fait que ça a mobilisé déjà une grande partie des énergies du ministère et même des ressources. Donc c'est quand tout ça était passé qu'on pouvait véritablement s'engager dans la préparation du FENAC. Mais il faut dire la vérité, un FENAC en fait, ça se fait tous les 2 ans. Donc ça veut dire que ça se prépare sur 2 ans. Vous avez quelques mois pour faire l'autocritique, pour voir ce qui s'est passé et commencer à préparer la prochaine édition. Donc, vous savez que les entreprises commerciales, par exemple, arrêtent les budgets des gros événements qu'elles organisent un an avant, c'est-à-dire avant la fin de l'année
budgétaire, voilà, oui. elle programme déjà l'année qui suit. Or, ce qui fait que vous voyez que quand vous venez dans 6 mois avant les rencontrer, ils vous disent que non. C'est depuis le mois d'octobre ou de novembre dernier qu'ils ont arrêté les budgets. Et donc, ça fait que les dispositions qui existent en matière de mécénat, n'est-ce pas, n'ont pas pu être activées parce qu'effectivement, il n'y avait pas, il y avait déjà ces contraintes de temps. Et voilà comment Mais malgré ces contraintes, avant de poursuivre, il faut quand même saluer ces mécènes-là qui ont pris l'engagement, qui ont eu le courage de soutenir le FENAC. On va parler de Camtel, absolument, on va parler d'Ecobank et toutes les autres structures qui sont là, Coloré, il y a le PAD, le port de Douala, Touristique Voyage, Bissec, voilà. Donc on tire un grand chapeau à ces entreprises. Le FECOM également, voilà. Est arrivé également dans l'escarcelle. Et je crois que même ceux qui ne sont pas venus, quelque part, ils ont regretté parce que personne ne s'attendait à ce que ce soit une telle mobilisation. Voilà, une telle mobilisation. C'est une réussite sur le plan populaire. On voit les stands ne désemplissent pas. Hein, tous les secteurs sont garnis. Déjà ici, au stand de presse, on voit une activité, un bouillonnement assez remarquable. Je crois que tous les gens qui sont arrivés sur le plateau peuvent voir que la presse travaille et est mobilisée. Et donc, il y a eu ça. Donc, on est quand même satisfait. Pas qu'on est quand même satisfait, on ne va pas faire la fine bouche, on est satisfait de l'événement parce que c'était un défi extraordinaire. Beaucoup auraient pensé qu'on se serait cassé la figure. Mais bon, par la grâce de Dieu, nous avons pu le faire d'autant plus que vous avez vu, même le ciel a été clément. Hein, il n'y a pas eu de pluie véritablement. Et ça a permis que, parce que la plupart des activités se passent en plein air. Donc avec une pluie, ça aurait été difficile. Mais je crois que même le bon Dieu était de la fête. Donc il a béni afin que, n'est-ce pas, un temps favorable. Alors, revenons sur un aspect qu'on a évoqué déjà à l'entame de votre propos, la communication, parce qu'il fallait mobiliser, communiquer sur cet événement, mobiliser les Yaoundéens, mobiliser les Camerounais hors de la ville, afin qu'ils viennent participer à cet événement, qui, il faut le rappeler, d'entrée gratuite. Et l'un des aspects de cette communication, vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est la communication digitale, qui fait quand même couler, il faut le dire, beaucoup d'encre et de salive dans la République depuis quelques temps. On connaît beaucoup de dérapages avec les récents cas que nous avons connus au Cameroun, les accidents ferroviaires PDK, et les médias publics et certaines personnalités en veulent particulièrement aux réseaux sociaux Cameroun qui apparemment, disons entre guillemets, font le sale boulot. Alors, quelle a été la touche du ministre, la volonté du ministre de miser sur ce qui était devenu comme un élément de communication devenu un peu paria dans la République? Oui, vous savez qu'en matière de communication, c'est un peu la stratégie de la chaise vide. Si vous n'êtes pas là, quelqu'un dit quelque chose à votre place. À votre place. Bon, voilà. Donc, si vous n'êtes pas. Dans le bon comme dans le mauvais sens. Voilà, si vous n'êtes pas dans les médias publics, privés, dans la télé, il y aura des gens à la télé qui diront ce que vous auriez dû faire ou ce que vous n'avez pas fait. Donc, vous devez être présent dans la presse, vous devez être présent dans les médias électroniques, vous devez être présent sur le net. Parce que vous voyez aujourd'hui, le net, c'est des milliards de personnes qui sont interconnectées et qui peuvent, sur un simple tweet, faire le buzz. Donc, à partir de ce moment, si vous choisissez de ne pas y être, ben vous aurez effectivement de quoi pleurer, vous aurez de quoi grincher des dents parce qu'effectivement, vous n'étiez pas là. Or, si vous avez une communication, si vous avez une page Facebook que les gens regardent, que les gens aiment, ce qui fait que quand il y a une information, vous êtes le premier à la diffuser. Déjà, quand je regarde sur la page Facebook du festival, hein, je vois en direct l'élection Miss. Les images sont instantanées. Donc, voilà. Et vous faites vivre l'événement à des gens qui ne sont pas là. Quelqu'un qui est aux États-Unis, il vit l'événement mieux même que ceux qui sont au Cameroun parce qu'il y a un meilleur début de connexion. Il y a la 4G. Donc, il peut regarder en direct. Par exemple, ils sont en train de nous suivre actuellement. Par contre, il y a des gens qui sont au Cameroun, qui sont sur le village et qui ne nous suivent pas. Donc, vous voyez que c'est un outil formidable qui vous permet d'accéder à des individus. Quand on voit, par exemple, les campagnes américaines, Barack Obama avait gagné la campagne sur les réseaux sociaux.
Parce qu'il a investi le champ et il a touché des milliards, des millions de personnes, des milliards de personnes. Donc si vous, vous n'êtes pas vraiment à la page des évolutions technologiques, ben vous aurez un problème. Si vous ne savez pas utiliser un ordinateur, ceux qui ont l'ordinateur vont arracher votre poste. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Au rang des millions d'internautes qui suivent en direct cet événement de manière interactive sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook, vous notez une forte participation de la diaspora. Et ce FENAC n'est venu que raviver leur patriotisme. Beaucoup nous ont exprimé leur volonté d'être là à ce moment où toute la grande famille de la culture du Cameroun célèbre ce qu'elle a comme atout, valeur et tout. Donc nous faisons comme ça un clin d'œil à toute la diaspora qui nous suit depuis la France, depuis les États-Unis, partout dans le monde. Alors, on va continuer cet échange, Francis de Bitoka, sur un dernier aspect. Le regard que vous avez sur cette manifestation, sur l'organisation du FENAC, vous qui êtes de l'intérieur, vous êtes un cadre du ministère, aucune œuvre humaine n'étant parfaite. Est-ce que vous avez, avec du recul, des critiques, des angles qu'il faudrait peut-être améliorer pour la prochaine édition? Bon, évidemment, comme je vous l'ai dit, vous savez, un projet, c'est un triangle pour qualité délai. Donc, soit vous avez beaucoup d'argent, mais vous savez, il faut des délais et il faut une qualité. Donc, pour avoir la bonne qualité, soit vous avez beaucoup d'argent, soit vous avez des délais longs. Mais là, on avait on avait peu de moyens limités, des ressources très limitées, des délais limités, mais on a essayé de faire une qualité supérieure. Donc, vous voyez, c'est un peu ça le défi. Le défi, c'est de dire, on a travaillé d'arrache-pied dimanche avec le ministre. Ça fait au moins 3 ou 4 mois qu'on travaille tous les jours, y compris le dimanche, 21h, 22h, tous les jours. Oui. Et donc, notamment la cellule de suivi d'appui au pilotage que je dirige entre guillemets. On a travaillé comme ça pendant au moins 3 mois avec des jeunes cadres qui sont là. Et donc, c'est fatigant, c'est beaucoup de sacrifices. Et donc, pour pouvoir permettre de rattraper un peu ce que nous avions pris en retard, donc on a essayé de travailler 2, 3 fois plus pour essayer d'être à niveau. Et les autres équipes également, des autres services qui se sont mis, beaucoup de sacrifices ont été consentis par les uns et les autres. Et donc, c'est difficile, mais bon, c'est peut-être la prochaine fois, on sait qu'on aura plus de temps. C'est-à-dire que si on finit cette édition, il faut que d'ici 6 mois, on ait les nouveaux thèmes de référence du prochain FENAC et qu'on commence à travailler. Si on commence comme ça, je crois qu'on aura d'abord plus de moyens, plus de temps, et donc on aura une qualité encore meilleure. Donc je veux dire que c'est simplement des problèmes liés aux contraintes que j'ai évoquées, des contraintes de temps, des contraintes de moyens. Maintenant, je crois que nous avons et l'expérience, parce que le ministre qui est des arts de la culture, qui est arrivé lui-même, c'est son premier FENAC. Donc lui aussi, il a appris. Donc il a tenu à piloter lui-même ce projet parce que justement, il fallait qu'il prenne lui-même la main, qu'il fasse des arbitrages nécessaires, parce que quand vous avez peu de moyens, vous ne pouvez pas confier les budgets à des commissions, chacun fait ce qu'il veut, parce que ça peut amener une surenchère. Il fallait trouver le juste équilibre. Donc, il a piloté, il a participé le maximum d'artistes de l'intérieur du territoire comme de la diaspora, assuré sur le plan logistique, transport, hébergement. C'est un véritable défi. Et oui, un véritable défi. Vous avez vu le nombre de personnes qui sont venues et tous, malgré les moyens, les peu de moyens qu'on a mis, beaucoup, même les cachets, on a donné mis ça même par des différements. C'est-à-dire que pour les artistes qui ont cette valeur, on ne peut pas dire qu'on leur a donné un cachet. Mais et tous, vous avez vu pourquoi Argenté, vous avez vu les autres qui disaient merci. Merci. Ils sont venus avec un élan patriotique. On a mis ensemble. Fiers de justement, voilà, les gens vont dans des festivals ailleurs, mais ils étaient contents de venir se retrouver, d'être sur un plateau avec Toto Guillaume. Toto Guillaume, c'est des monstres sacrés de la musique. Il n'a pas joué au Cameroun depuis 30 ans. Depuis 30 ans, il n'a pas fait un concert au Cameroun. Alors il est arrivé, il a fait un concert. Vous avez, je ne parle pas des Salédons, de Jackie Doumé, de Vicky et Dimo. Le morceau le dernier album de Vicky et Dimo remonte à 1975. Il allait jouer avec les Habits encore, il a joué avec les grands sommeliers aux États-Unis. On lui a donné la possibilité de revenir. Et il a dit, il a eu à s'exprimer dessus. Il ne pensait pas qu'il pouvait avoir une médaille au Cameroun.
ne pouvez pas savoir combien toutes ces personnes étaient fières d'avoir reçu une médaille, de se rendre compte que le chef de l'État pense à eux, parce que ce qu'il faut aussi le dire, c'était exceptionnel, c'était la première fois. Ça ne s'est jamais vu au Cameroun. Près d'une centaine de récipiendaires à une seule édition. Donc c'était quand même quelque chose d'extraordinaire, d'impressionnant. Surtout pour ces artistes de la diaspora qui parfois ont l'impression d'être très loin du pays, d'être oubliés. Voilà. Or, l'État les suit de près. Même quand vous faites des concerts en Chine, en Asie, vous avez l'impression que ce n'est pas suivi au Cameroun. On a les échos et à cette édition, le président de la République, l'État du Cameroun, s'est voulu, je veux dire, comment dire, paternaliste, a bien voulu valoriser tous ces fils du terroir qui font la fierté du Cameroun à l'international. Et puis je peux vous dire, c'est pas fini parce qu'on ne pouvait pas mettre tout le monde à une seule fois. Donc, le ministre rappelait, il y aura le 20 mai, il y aura. Donc, parce qu'il y a certains, effectivement, on peut avoir oublié même pendant qu'on connaît des dossiers, et on ne pouvait pas amener non plus 1000 dossiers devant le chef de l'État. Donc, je pense que le ministre a rappelé que le 20 mai, là, il y a d'autres occasions pour les autres. Hein, pour dire simplement à tous qu'aux grands hommes n'appartient reconnaissance. Donc, quand vous avez travaillé pour l'État, et Béni Donald Rosé, il a eu sa médaille, il devait avoir sa médaille. Mais il a eu quand même, donc, c'est un titre posthume. Donc, même quand vous pensez que le temps est passé, ben, il n'est jamais trop tard pour rendre hommage à ceux qui ont servi le pays. Hommage surtout à ceux des autres corps de l'expression artistique qui, on a souvent l'impression qu'ils sont oubliés, marginalisés. Je parle des sculpteurs, je parle des slameurs, des humoristes. Aucune expression artistique n'a été omise, n'a été marginalisée. On a des noms qu'on ne connaissait pas. Très peu de Camerounais connaissent Benjamin Togo, le sculpteur, le peintre. Tous ces corps, je pense que c'est un mérite pour le FENAC. Oui, c'est un mérite pour le FENAC, pour le chef de l'État. Donc c'est simplement un message aussi lancé à la communauté culturelle du Cameroun, de dire que mettez-vous au travail, vous serez valorisés. Ce n'est que, c'était simplement, certainement on a fait venir tant de personnes, c'était justement pour donner un signal fort, pour dire à ceux de la diaspora, à ceux qui sont ici, la culture est une affaire sérieuse, le chef de l'État prend ça à cœur. Vous avez vu le thème culture et émergence. Donc, à partir de la culture, on peut émerger à partir de la culture. Il y a le livre. Voilà, vous avez le livre. Le livre, lorsque vous êtes dans la culture diverse, vous acquérez des connaissances qui vous permettent d'émerger sur le plan individuel, sur le plan collectif. Lorsqu'on organise des événements comme ça, où il y a des éditeurs, où il y a des artistes, des producteurs, ça leur donne la possibilité de se faire voir et puis d'avancer. Donc c'est dans cette optique qu'on se dit, les artistes savent que déjà vous avez vu à travers le compte d'interprétation spéciale, cette année c'est au moins 150 personnes qui étaient appuyées. Donc c'est un signal pour dire, hommes de culture, artistes, mettez-vous au travail, vous trouverez au ministère de la Culture un soutien, un appui, un encadrement conséquent dans la limite des moyens disponibles. Alors, Francis Butioka, nous allons continuer cet échange. Je vous ai présenté à l'entame de ce plateau comme le responsable de la suite de suivi et d'appui au pilotage du FENAC. Mais vous avez une autre casquette, vous êtes également un artiste dans l'âme, un chercheur. Et à l'occasion de ce FENAC, vous avez publié un ouvrage, le solidarisme, une solution intégrée aux problèmes de développement économique. Le solidarisme, c'est quoi? Une nouvelle théorie économique? Oui, disons que le nom solidarisme a pu exister, surtout des acceptions diverses. C'est-à-dire qu'il y a pour certains, le solidarisme, c'est le fait d'être solidaire avec ses frères. Quand vous mangez avec les autres. Bon, on peut considérer ça comme un solidarisme. Mais en fait, le solidarisme sur lequel nous avons travaillé effectivement, c'est une innovation dans la recherche sociale. C'était simplement de poser la question de ce manichéisme qui existe entre le capitalisme et le socialisme. Vous avez le capitalisme qui vous dit, oh, l'individu est libre, chacun se bat, et vraiment, les paresseux, tant pis pour vous. Et le socialisme qui disait non, la libre entreprise est un vol,
Et donc, il ne faut pas que les gens aient des entreprises, c'est l'État qui doit tout faire et meilleure nouvelle distribution voilà. de richesse. Mais on s'est rendu compte que dans l'un comme dans l'autre cas, dans un cas, ça a amené la dictature, ça a amené le fait que les gens n'étaient pas responsables, ça a amené l'autoritarisme de l'État. Et la plupart des pays qui ont étudié le socialisme, beaucoup ont fait faillite. Maintenant, ceux qui sont allés dans le capitalisme, on voit, il y a le chômage, il y a des grèves, il y a des suppressions d'emplois, il y a de la pauvreté même dans les États qu'on peut penser les plus grands, pour trouver des gens dans la rue parce qu'ils n'ont pas pu s'insérer. Alors la question c'était de savoir est-ce qu'on pouvait combiner entre les deux courants, voilà, les deux courants, c'est-à-dire la libre entreprise, la liberté de faire ce qu'on veut faire, la richesse. Parce qu'effectivement, l'individu est créateur. Vous voyez, un artiste, c'est quelqu'un qui est capable de créer du rêve, de créer. Mais si l'État, qui est un certain nombre d'individus, ne peut pas être le génie, remplacer le génie de chaque individu. Donc, il faut que chaque individu puisse valoriser, mettre en valeur tout le potentiel que Dieu lui a donné. Donc, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de penser comme vous voulez. Vous allez détruire son génie. Mais en même temps, il ne faut pas que, parce que quelqu'un est plus intelligent que les autres, il réussisse à tout accaparer pour lui et ne rien donner aux autres. Donc, le solidarisme, un peu, c'est ce système qui essaie de combiner, n'est-ce pas, l'impératif de liberté, de créativité, avec, n'est-ce pas, l'impératif de justice sociale. Parce que ce que je vais vous expliquer, c'est que il faut toujours se rendre compte que l'individu est d'abord un individu isolé. Dans la nature, vous vivez seul, vous allez faire à la pêche, vous allez cueillir, vous vivez de la chasse, de la pêche, comme vous voulez. Mais lorsque vous vous mettez en société, comme quand vous êtes dans une maison, on répartit les tâches. C'est-à-dire que le chef de famille va dire, vous puisez l'eau, vous lavez le sol, vous faites ci ou ça. Et à la fin, la nourriture que la maman a préparée, on vous le donne à vous tous. Hein? Parce que chacun, on a réparti les tâches. Donc, lorsqu'on parle de l'état social, de l'état de nature à l'état social, on devient, on crée une société. Et la société a ceci de particulier, c'est qu'il faut spécialiser le travail. Quand vous êtes seul, vous faites tout vous-même. Mais quand vous êtes en société, on répartit le travail. Donc, on vous dit, vous n'allez plus tout faire, voilà ce que vous allez faire. Mais à la fin, il faut que vous ayez votre rétribution. Mais si, quand on passe dans la société, vous n'avez plus de travail, ça veut dire qu'on n'a pas réparti équitablement. Vous avez renoncé à vos droits. Mais en retour, la société n'a pas rempli ses obligations de dire ne vous mettez plus à tout faire, on va vous dire ce que vous faites et vous aurez des revenus par rapport à ça. Donc lorsque quelqu'un est en chômage, ça veut simplement dire que la société a été mal organisée. On n'a pas réparti les tâches de façon équitable, équilibrée, et à partir de ce moment, ça crée donc ce que vous avez comme désordre économique. Donc le solidarisme, c'est ce système qui permet donc de payer une meilleure allocation des ressources en permettant que chaque personne trouve sa place et sa juste place dans le système. Prenons un exemple simple pour illustrer. Vous allez à l'université de Yaoundé 2, vous trouvez 5000 personnes en faculté de droit. Est-ce que vous pensez qu'il y en a à l'université de Yaoundé de Tchad? Donc, pour avoir 10 000 étudiants de droit en première année, est-ce que le Cameroun peut absorber 10 000 juristes par an? Non. Le Cameroun peut absorber 1000 ou 2000 juristes. Les 8000 de plus, c'est de l'argent que leurs familles ont dépensé, c'est du temps qu'ils ont perdu, qui ne sert à rien parce qu'ils n'auront pas de travail. Il faudra qu'ils recommencent un master, je ne sais pas moi, de communication, puis un master de ceci. C'est autant de temps perdu, c'est autant d'argent dépensé. Pourquoi? Parce que personne ne leur a dit quelles sont les perspectives de l'économie dans 5 ans, dans 10 ans. S'ils savent qu'on ne peut avoir que 1000 juristes, quand les gens sauront que, attention, on est déjà au full de cette vision, ils iront peut-être faire ingénierie, peut-être ils iront faire peinture, peut-être ils iront faire... Donc, il y a des domaines dans lesquels il n'y a pas de gens. Par exemple, vous êtes dans des villages, il y a des ponts cassés, personne ne peut les réparer. Mais si on avait formé des techniciens de génie civil, ils pourraient réparer les ponts dans les municipalités et ne pas attendre les fonds publics de l'État. Donc, il faut qu'il y ait l'information sur les besoins de l'économie à chaque endroit. Ça permet aux opérateurs économiques de s'orienter, de dire au lieu de faire ça, parce que ça n'a pas de perspective, je ferai ça. Donc, le solidarisme, c'est le système qui permet d'organiser le système, de donner la bonne information pour que les gens puissent poser des choix pertinents et des choix qui soient économiquement rentables, efficaces pour l'ensemble du pays. Parce que chaque entreprise qui tombe est une perte pour toute la nation en termes de PIB.
Le solidarisme, une solution intégrée aux problèmes de développement économique. Français Bichoka, on va terminer par là. Quand la dédicace de cet ouvrage? Bon, la dédicace de cet ouvrage, vous savez, c'est en coordination avec mon éditeur, qui est en train de faire les éditions du PEPO, hein, qui sont éditeurs. Justement, ont profité de cette opportunité pour déjà annoncer justement la sortie du livre qui va se passer dans les prochaines semaines. Et je crois qu'on choisira le moment le plus adéquat. Le temps pour vous de souffler un peu, après 3 mois de labeur au final, de préparer, parce que il y a des événements, il y a la canne, il y a tout ça. On doit choisir le moment le plus approprié pour le lancement d'un ouvrage, parce que ça aussi, c'est une activité économique qui demande une prévision optimale. Voilà. Merci une fois de plus, Francis Bichoka. C'est un plaisir de discuter avec vous en tant que coordonnateur de cette cellule de suivi de pilotage du FENAC et en tant qu'auteur. On vous souhaite la fin du festival, parce que nous sommes les derniers jours, nous sommes dimanche 13, nous sommes arrivés au terme de cette 8e édition du Festival national des arts et de la culture. Je ne saurais terminer sans remercier nos partenaires de la radio de la Cité FM, avec son coordonnateur technique Charlie Vémé. Remercier également toute l'équipe de la commission digitale qui travaille sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, sur les pages FENAC 2016. Merci à vous, chers internautes, chers auditeurs et téléspectateurs, pour cette nouvelle édition du Top du FENAC. À très bientôt.